Donc, aujourd'hui, Smart Wheeler, en fait, c'est un projet de fauteuil roulant mobile intelligent qu'on appelle aussi le FRMI, mais qui a un historique là, à travers Inter et d'autres groupes. En fait, c'est un projet qui existe depuis un peu plus de 10 ans. Mais depuis, c'est ça, 2, 3 ans, j'ai rejoint l'équipe, si on veut, avec un mandat pour étudier comment l'interface tactile qui est montée à bord là, de ce fauteuil-là peut être utilisée par les véritables utilisateurs du fauteuil. Donc, il y avait déjà une interface tactile, juste pour expliquer un peu qu'est-ce qui se retrouve sur le fauteuil. Eh bien, on a des capteurs pour permettre là, une navigation qui est semi-autonome ou complètement autonome. Donc, tout ce qui est lidar, caméra, sonore pour détecter les obstacles, modéliser l'environnement, faire de la cartographie, un peu à la façon là, de AirTag Map là, qui a été présenté juste avant. Mais on a encore un contrôle qui est manuel, donc avec une manette là, classique là, pour fauteuil motorisé. Et ce qui a été identifié depuis le début du projet, c'est comment on peut adapter ces systèmes-là pour des personnes ayant différentes incapacités, mais surtout quand on pense à perte de sensibilité tactile ou diminution du contrôle moteur, pour des gens qui ont, par exemple, la difficulté à maintenir une position pendant longtemps sur une manette là, conventionnelle. Donc, l'idée, c'est pour ça, là, amener l'autonomie ou la semi-autonomie dans la navigation de ce fauteuil-là. L'idée étant, on présente une carte de l'environnement qui a été accumulée automatiquement ou non, et on clique et le robot se rend à la place désirée. Mais il reste qu'il y a un problème derrière ça, c'est que la plupart des interfaces tactiles, même si elles sont très grandes, là sur le fauteuil ici, bon, on le voit un peu, là, mais pour vous donner une idée, l'écran, c'est une dizaine de pouces, donc la taille d'un iPad là, ou tablette là, conventionnelle. Mais ça prend quand même une certaine justesse et précision pour manipuler l'écran, donc des fois pour choisir une cible précise qui serait, par exemple, trop près d'obstacles existants, trop près d'une porte ou diriger le fauteuil pour justement traverser une porte, c'est pas simple, c'est compliqué. Ça prend de la précision. Là, si on a des gens qui ont une perte de sensibilité tactile en général, là, je ne suis pas un expert en perte de sensibilité, mais disons, s'il éprouve déjà des difficultés à opérer une manette conventionnelle, il va probablement avoir des difficultés avec une tablette tactile. Donc, c'était un peu ça l'étude. On a comparé des manettes qui étaient virtuelles sur écran. L'objectif, c'était de le valider avec des utilisateurs réels. Cependant, vu la COVID, ça a été difficile d'en recruter ou d'en trouver. Mais on a tout de même fait des tests préliminaires là, avec des étudiants pour avoir une idée là, de l'état actuel. Et ça a décelé certains problèmes. Et là, notre objectif, en fait, c'est de pousser ça plus loin. Des choses qu'on a observées, dans le fond, dans ce système-là, c'est que oui, l'autonomie, c'est une chose, mais c'est assez difficile de comprendre qu'est-ce que le fauteuil fait à tout moment. On peut le tracer sur une carte, mais déjà là, l'apparence de la carte telle que fabriquée par le robot, ce n'est pas toujours clair pour quelqu'un. Et voilà, donc de comprendre l'intention du robot. Donc, on veut être capable de moduler ce qui est en train de faire. Donc, en mode semi-autonome, oui, j'ai dit robot, mais je voulais dire le fauteuil, mais c'est parce que c'est par habitude, disons, il se comporte comme un robot dans ce cas-là. Donc, on veut le diriger, on veut choisir des cibles, mais on veut moduler ce qu'il fait. Donc, peut-être s'éloigner des obstacles ou se rapprocher des gens, parce que pour lui, un obstacle, que ce soit une personne ou un mur, c'est la même chose. Et donc, c'est pour ça que là, on parle de navigation sociale et confortable. C'est l'objectif de notre nouveau mandat. Et c'est de, justement, mettre en place un module de navigation sociale. Autre chose qu'on aimerait rajouter, c'est pour ce qui est par exemple, pour des cas de restriction COVID-19, il ne faut pas la nommer, où est-ce qu'il faut garder une certaine distance sociale. Ça pourrait être justement un cas où est-ce que le fauteuil se positionne automatiquement à une certaine distance des gens et de façon automatique. Donc, l'idée, c'est donner la possibilité au fauteuil de pas seulement détecter les obstacles comme quelque chose d'infranchissable, mais surtout détecter la nature des obstacles et donc comprendre lorsque c'est une personne plutôt qu'une porte. Et finalement, qui apparaît en fait en haut à droite, ce qu'on veut étudier aussi, là, qui est peut-être un peu plus hors norme, on dira, c'est des nouvelles modalités pour moduler, encore une fois, ce contrôle-là par des interfaces cerveau-machine, cerveau-ordinateur, en l'occurrence, dans ce cas-ci, le casque Ultracortex Mark IV EEG, qui est un casque non intrusif, qui peut donc mesurer l'activité du cerveau, puis qu'après ça, on pourrait moduler le contrôle du fauteuil. Il y a déjà plusieurs personnes qui ont tenté de contrôler un fauteuil de cette façon-là, mais il y a une difficulté importante derrière ça, c'est que l'information est extrêmement bruitée. À moins d'avoir accès à des électrodes qui, elles, sont intrusives et intégrées, implantées littéralement là, dans le cerveau, ce qui n'est pas toujours pratique, on n'a pas accès à un signal qui est suffisamment propre
pour déceler des commandes précises. Donc, vouloir commander en vitesse le robot, dans le sens de dire, bon, je vais avancer un peu plus vite, un peu moins vite, tourner un peu à gauche, tourner un peu à droite, on n'a pas cette précision-là. Par contre, par l'activité, on peut peut-être détecter quand même certaines intentions. C'est par exemple que c'est ce qu'on suggère et ce qu'on veut étudier. Par exemple, s'il y a une augmentation de l'activité, ça peut suggérer qu'il y a un stress qui est en train de naître là, chez l'utilisateur. Et donc là, d'agrandir, d'augmenter les distances de sécurité par rapport aux obstacles. Ou par l'entremise aussi d'autres systèmes de détection, que ce soit par exemple une caméra qui est capable de comprendre dans quelle orientation le visage de la personne pointe, bien, de comprendre que la personne, entre deux cibles qui auraient été difficiles à entrer à l'écran, bien, la personne veut probablement se diriger vers la personne plutôt que la porte, plutôt que dans l'espace libre. Donc, c'est un peu l'idée là, de rajouter de l'information au contrôle qui est principalement soit par l'interface tactile, soit par l'interface de la manette là, conventionnelle. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. J'avais mis cette diapo-là un peu après. Ça, c'est pour montrer là, les tests qu'on a fait là, dans la dernière année avec des participants qu'on avait à notre institut de recherche au 3IT. Et donc, là, on a une douzaine là, de participants qui ont été amenés là, à suivre un trajet. Là, c'était vraiment pour étudier comment l'interface actuelle, train robotique, est perçue par des gens, pas nécessairement des utilisateurs de fauteuils, mais des gens généralement néophytes là, en termes de contrôle ou robots, quoiqu'ils peuvent, pour la partie programmation, être très experts, on dira, mais pas nécessairement sur le contrôle de fauteuil. Et donc, voilà la suite. On veut travailler sur le module de navigation, le module de Walk With Me, qu'on appelle, donc pour le suivi, où est-ce que c'est celui-là ici, hein. Donc, par exemple, un aide-soignant qui pourrait être détecté automatiquement par le fauteuil avec des appareils additionnels inspirés de travaux de Pingali. Et puis là, face ce genre de système-là. Et là, j'ai sauté une slide, mais je voulais y revenir. C'est que c'est ça, là, ça, c'est un peu les données là, qu'on peut mesurer des électrodes, mais elles sont très bruitées. Mais quand on parle de Human Aware Navigation ou Social Navigation, ben, c'est un peu ça l'idée. Là, on aurait notre fauteuil, on a détecté qu'il y avait deux personnes qui se parlaient, puis un cas typique là, que je nomme souvent, c'est que si justement on détecte que deux personnes se parlent, ben là, on a une meilleure compréhension de la dynamique sociale à l'intérieur d'une pièce, puis on ne forcera pas, par exemple, le fauteuil à passer entre ces deux personnes-là et les déranger dans la conversation. Tu sais, ça serait très étonnant que l'utilisateur du fauteuil veuille faire quelque chose comme ça. Donc là, plutôt que, encore une fois, juste considérer tout ce qui est détecté comme un obstacle à part égale, ben, on rajoute des contraintes additionnelles pour la navigation de notre fauteuil. Donc, en quelques minutes, c'est où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'il y a eu là, très récemment, l'automne dernier? On a en fait procédé à une mise à jour matérielle du fauteuil, surtout électrique, parce qu'il y avait des enjeux de sécurité, de robustesse, en fait, là, avec nos batteries, le système, qui est prêt pour recevoir des nouveaux ordinateurs ou nouveaux capteurs et tout. C'est ce qu'on est en train d'observer. On a reçu des caméras qu'il faut poser dessus, d'ailleurs. Et donc, voilà, on a une base qui est solide. On a déjà une interface cerveau-ordinateur, le casque qu'on voyait, on y a accès. Ce qu'on cherche, en fait, maintenant, c'est, bon, continuer de développer. On a une étudiante qui devrait arriver là, fin de l'été, début automne, pour commencer à travailler sur des questions là, de modulation du contrôle et de la navigation. Notre étudiante au postdoc, Adina Panchea, qui était nommée là, au début, qui m'a aidé aussi d'ailleurs pour la préparation de ces diapositives-là, qui travaille sur la navigation présentement. Et donc là, ben voilà, c'est l'idée. Et si vous avez des questions et des projets autour de ça, qu'on cherche, dans le fond, des experts, surtout sur l'utilisation et ben, comment on peut pousser ça plus loin. Donc voilà, je ne vais pas regarder l'heure, mais ça ferait le tour de ma présentation. Merci.